Alors que les États-Unis ont un nouveau président, retournons en arrière pour évoquer tous les anciens locataires de la Maison-Blanche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, parlons d'une star de cinéma, un démocrate reconverti en républicain, Ronald Reagan. I faithfully execute the office of President of the United States. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. We will make America great again. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. En 1980, les Américains en ont marre de leur président. Il est trop modeste, trop transparent, pas assez ferme. Carter incarne un certain déclassement des États-Unis dans le monde. La Maison-Blanche a besoin d'un big boss, d'un dur à cuire, elle a besoin de charisme. Alors les électeurs choisissent un homme qui n'est pas le plus compétent, mais qui parle bien, qui est plutôt beau gosse et qui incarne à merveille l'Amérique. Ronald Wilson Reagan devient le 40e président des États-Unis. Ronald Reagan, c'est un homme né dans une famille modeste, c'est un homme qui n'a pas fait de grandes études, et c'est pour ça qu'il incarne l'American Dream. En 1933, il quitte sa ville natale de Tampico, dans l'Illinois, pour rejoindre l'Iowa et se lancer dans une petite carrière de présentateur sportif. 4 ans plus tard, il change déjà d'activité, il change de ville, il se rend dans l'un des états les plus à l'ouest des États-Unis. Bienvenue en Californie, bienvenue à Hollywood. I believe in America. Here's Johnny. You're flying. Jack. Good morning, Vietnam! You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig. Look at me, son. It's not your fault. I know. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. You will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. Reagan devient une véritable star de cinéma. En 15 ans, il joue dans pas moins de 53 films et s'impose comme l'une des vedettes de l'époque. Sa carrière bat son plein, il fait partie des acteurs les mieux payés d'Hollywood, quand un événement va mettre un sacré coup de frein à sa carrière, un événement qui bouleverse quelque peu la vie de Ronald Reagan, un événement qui bouleverse quelque peu le monde entier, la Seconde Guerre mondiale. La guerre aura entre autres balayé la carrière de Reagan. Après 1945, sa carrière décline, il n'attire plus les spectateurs et Reagan se reconvertit alors. Il devient le président du syndicat des acteurs, la Screen Actors Guild. À ce poste, il participe activement à la lutte anticommuniste dans le milieu du 7e art, mais à ce moment-là, Reagan est un fervent défenseur du Parti démocrate, une position qui va bien changer puisqu'il passe de l'image d'un démocrate progressiste à un républicain conservateur et radical. Et ce changement, il le doit à plusieurs choses, à son intérêt pour le système libéral, à ses soupçons sur une possible ingérence du Parti démocrate dans ses affaires, je vous passe les détails, mais ce changement, il le doit d'abord et avant tout à sa femme. Oh, my wife, I love you. Nancy Robbins, de son vrai nom Anne-France Robbins, devient Madame Reagan en 1952, et ce mariage va faire basculer Ronald chez les républicains. Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. Nancy a des contacts chez les conservateurs et elle va présenter son mari à des donateurs du parti, des donateurs conservateurs donc, riches, très riches et surtout californiens. Parce que pour l'instant, les ambitions des Reagan s'arrêtent à la Californie, j'ai bien dit pour l'instant, et en 1966, Ronald Reagan est élu gouverneur de Californie, un gouverneur républicain. Élu gouverneur donc en 1966, réélu gouverneur en 1970, il est fort de cette expérience et d'une dynamique favorable aux conservateurs pour se lancer dans la course à la présidence des États-Unis. Il se présente une première fois à l'investiture du parti républicain en 1976, mais il est devancé par le président en exercice, Gerald Ford, qui à son tour est battu
par Jimmy Carter. En 1980, la donne est différente et Reagan est directement opposé à Carter. Le républicain est élu largement devant le démocrate, l'acteur est devenu président. Son passé d'acteur, le président sait s'en servir. Au cinéma, il n'a incarné quasiment que des cow-boys dans le camp des gentils, et cette image fictive rassure les Américains. Il a joué plein de héros dans les films, il peut bien être le héros de l'Amérique. Reagan a conscience de son image publique et il sait communiquer. Pour sortir de la faiblesse de Carter, il se présente aux Américains en disant « Non, à 69 ans, je n'ai rien perdu de ma force ». Quand il est critiqué sur son âge, Reagan s'en sort souvent avec humour, comme face à son opposant Walter Mondale, plus jeune que lui. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Traduction, je ne ferai pas de l'âge une problématique dans cette campagne et je n'en profiterai pas pour exploiter la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire. Cette phrase provoque l'hilarité générale, même Mondale a rigolé. Peu importe l'âge, Reagan s'affiche sans cesse en tenue décontractée. Dans son ranch, le président est dynamique et en pleine forme. Un état de forme mis à rude épreuve quelques semaines seulement après son investiture. Le lundi 30 mars 1981, Reagan a rendez-vous dans l'hôtel Hilton de Washington pour tenir un discours. Jusque-là, tout est normal, il prononce son discours. Tout se passe pour le mieux, il serre quelques mains puis s'engage pour rejoindre sa limousine blindée, garée à une quinzaine de mètres seulement de l'entrée de l'hôtel. Le Secret Service a l'habitude d'assurer la sécurité des présidents dans cet hôtel. Les agents fédéraux le connaissent par cœur et la distance entre l'hôtel et la limousine est si courte qu'ils ne jugent pas nécessaire d'équiper le président d'un gilet pare-balles. À 14h27, Reagan sort de l'hôtel, il sourit à la foule, la salue en levant le bras droit, quand un homme sort un revolver et tire à 6 reprises en direction du président. Le président est touché. S'ensuit alors une scène digne d'un film hollywoodien. Les policiers maîtrisent le tireur, l'un des gardes du corps pousse le président dans la voiture blindée. Le chauffeur grille les feux rouges, roule en sens inverse et conduit Reagan aux urgences. Le trajet prend en moyenne une dizaine de minutes, mais la voiture arrive devant les urgences, moins de 2 minutes après son départ. Là, Reagan ne veut surtout pas utiliser un brancard et montrer sa faiblesse. Malgré la balle qu'il a reçue dans l'abdomen, il sort seul de la voiture et marche jusqu'à l'intérieur en s'appuyant sur l'épaule de son garde du corps. Le fait qu'il marche, qu'il sort de la limousine présidentielle en marchant pour aller aux urgences, ça va marquer les esprits. Il est touché, il a une balle dans le cœur, mais il marche et il survit. Et ça, symboliquement, ça lui donne une aura de super-héros. Quand il arrive dans les urgences, les témoignages des premières infirmières qui le mettent sur son lit, qui lui enlèvent ses habits, qui lui font ses premières transfusions, les infirmières après coup, elles disent: on pensait qu'il était mourant. Donc il est tombé dans les pommes, il a du sang qui sort de la bouche. Tout le monde pense qu'il sera insauvable. Le tireur s'appelle John Hinckley, il a 25 ans. Le FBI découvre qu'il a été membre du Parti national-socialiste américain, un groupuscule néo-nazi, mais la vraie raison de son attentat est moins politique mais bien plus personnelle. Il l'avoue d'ailleurs sans résistance aux enquêteurs. John Hinckley a développé une véritable obsession pour l'actrice Jodie Foster et son geste n'est rien d'autre qu'une tentative pour attirer son attention. Reagan se fait opérer dans la nuit. Reagan regarde alors les médecins. S'il vous plaît, plaisante-t-il, dites-moi que vous êtes républicain. L'Amérique est encore marquée par l'assassinat de Kennedy et l'angoisse de voir à nouveau un président tué est présente partout dans le pays. Le président s'en sort indemne et il sort encore plus populaire qu'avant. Après les échecs des dernières présidences, Kennedy est mort, Johnson s'est enlisé dans la guerre du Vietnam, Nixon a démissionné, remplacé par Ford qui n'est resté que 2 ans à la Maison-Blanche, et Carter, considéré comme le président faible. Reagan apparaît alors comme le président
qui a survécu, il conjure le sort et tourne la page des humiliations. Mais après, on s'en rend compte qu'il a géré la tentative d'assassinat en étant d'emblée, et ça c'est la force de l'animal politique, obsédé par l'image qu'il allait donner. C'est-à-dire que quand il arrive, la limousine, elle arrive à l'hôpital, il est déjà très affaibli. Son garde du corps principal qui est avec lui dans la voiture et qui propose de l'amener dans les urgences en le tenant. Il sort de la voiture, il fait quelques pas pour rentrer dans les urgences et une fois que la porte est fermée, là il s'écroule. Mais ça c'est pour moi une métaphore de la maîtrise totale de l'image, la maîtrise totale de ce qu'il représente en tant que Ronald Reagan, mais aussi en tant que métonymie pour la puissance américaine une fois qu'il est élu, c'est-à-dire ne jamais montrer de faiblesse. Un très bon communicant qui s'appuie sur un élément fondamental en rhétorique, le pathos. Oui, Ronald Reagan joue beaucoup avec les émotions. Remarquez, c'est un acteur. À la Maison-Blanche, il a un surnom, le Grand Consolateur, un surnom justifié par le fait que le président appelle régulièrement des familles de policiers ou de pompiers frappés par des drames personnels. Il n'exploite pas directement ces appels pour renforcer son image publique, mais il parle sans arrêt de son empathie et de ses émotions, des émotions qu'il laisse parfois paraître comme le 6 juin 1985, le 6 juin date anniversaire du débarquement, donc le 6 juin 1985, on célèbre les 41 ans du débarquement sur les plages de Normandie. Pour l'occasion, le président américain prononce un discours si émouvant qu'il fait pleurer non seulement une grande partie de son auditoire, mais qui émeut aussi et surtout le président lui-même. Reagan lâche une larme, et ce n'est pas la première fois que l'on peut apercevoir une larme de Reagan. Il l'avait déjà fait le 31 mai 1982 devant la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Reagan accepte de pleurer en public, mais ses larmes sont toujours contrôlées, maîtrisées. Pleurer, oui, mais il faut le faire de manière virile, il faut le faire comme un cow-boy, il faut le faire comme un Américain. Ronald Reagan joue donc sur l'émotion, communique très bien et fait très attention à son image, à tel point que sa popularité est très haute, l'opinion publique l'adore, il atteint jusqu'à 71% d'opinion favorable, un très bon score pour un dirigeant en exercice. Le président est populaire, son image est soignée, elle est tellement soignée que les Américains ne savent pas tout de leur président. C'est vrai, Reagan paraît parfait, mais bien sûr, il ne l'est pas. Certaines choses sont cachées à la population, ce n'est pas le premier président à le faire et, spoiler alert, ce ne sera pas le dernier. Précédemment, nous avions parlé de la santé défaillante de John Fitzgerald Kennedy. Encore avant, nous aurions pu évoquer le handicap de Franklin Delano Roosevelt. Et comme ses deux prédécesseurs, Reagan cache aussi des pépins physiques. Oui, Reagan est myope depuis son enfance et après avoir longtemps porté des lunettes, il opte pour les lentilles de contact dès qu'elles font leur apparition sur le marché. Sa vue est donc déviante, son audition aussi, en cause un coup de feu sur un tournage en 1939. Le président est appareillé dans le plus grand secret jusqu'à ce que le New York Times révèle cette information et provoque la panique chez les conseillers de la Maison-Blanche. Reagan est plein de secrets et l'un d'entre eux est sans doute plus difficile à évoquer pour le président. D'ailleurs, il n'évoquera jamais cet épisode en public. En 1947, Ronald Reagan est marié à une comédienne, Jane Wyman, et le 26 juin 1947, Jane accouche d'une fille. Christine Reagan est née, c'est le troisième enfant du couple, mais le nourrisson ne survit que quelques heures. La peine est immense pour ses parents, une peine trop grande qui les fera divorcer un an plus tard. Ronald Reagan restera d'ailleurs longtemps comme le seul président divorcé de l'histoire des États-Unis, avant l'arrivée d'un président que tout le monde connaît bien, Donald Trump. En octobre 1988, soit 41 ans après le décès de sa fille, Reagan annonce la mise en place d'un mois de congé pour les parents qui perdent un enfant. Un écho politique à son histoire personnelle, mais aussi une éclaircie progressiste dans la politique conservatrice du président. Pour mener cette politique conservatrice, Reagan s'inspire d'une femme, une Britannique ferme, dure, une femme que l'on surnomme la Dame de Fer, Margaret Thatcher. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher.
Les deux dirigeants sont assez proches et ils partagent une grande partie de leurs idées. À eux deux, ils incarnent le virage ultralibéral de l'Occident des années 80 et le conservatisme radical. Thank you, Mr. President. Thank you for your testament of belief. Thank you for your presidency. And God bless America. Dès le début de son mandat, la priorité pour Reagan, c'est de s'attaquer au déficit, au chômage qui touche plus de 8 millions d'Américains et à l'inflation qui atteint les 13,5%. Here is a dollar such as you earned, spent or saved in 1960. And here is a quarter, a dime and a penny. 36 cents. That's what this 1960 dollar is worth today. And at the present world inflation rate, and our rate should continue 3 more years, that dollar of 1960 will be worth a quarter. Mais la Maison-Blanche a une idée, la formule magique pour régler tout ça, c'est la théorie de l'offre. Une théorie économique qui n'a jamais été tentée dans un pays industriel avant Reagan et Thatcher. Faisons une petite parenthèse économique. Avec la théorie de l'offre, on baisse les impôts et l'objectif, c'est que les Américains, notamment les plus à l'aise financièrement et les grandes entreprises, investissent massivement et donc produisent de la richesse et donc relancent l'économie. Sur le papier, ça paraît bien, vous paierez moins d'impôts et la croissance va revenir. Les Américains sont ravis, mais l'opération prend du temps et avant que l'économie soit relancée et qu'elle bénéficie des investissements espérés, les impôts diminuent. Il y a donc moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, donc l'État doit baisser ses dépenses, donc l'État coupe dans le budget fédéral. Le gouvernement baisse alors le nombre de fonctionnaires et les dépenses d'aide sociale, ce qui appauvrit une partie de la population déjà en situation de précarité. Bilan pour Reagan, réélu en 1984, l'inflation est maîtrisée, le chômage diminue, mais ce n'est pas forcément grâce à la théorie de l'offre. Ces bons résultats sont atteints uniquement parce que l'État a explosé la dette. Oui, sous Reagan, la dette publique a été multipliée par 3, parce que les économies que devait faire l'État ne sont pas aussi élevées que ce qui était attendu, les dépenses militaires ont augmenté, bref, l'État n'a pas plus de rentrée d'argent et les charges des Américains sont toujours élevées, et plutôt que d'investir comme l'espérait le président, les Américains se sont tournés vers la consommation. Waouh, des Kragos Krishna, des Amazon Corn, des sucettes au lapin, rien que des friandises que j'aime. Oh, de la Daila limonade. Il faut donc trouver des sous, et pour ça, on emprunte. À la fin des 2 mandats de Reagan en 1988, l'Amérique vit largement au-dessus de ses moyens. Malgré cette situation, les États-Unis restent la première puissance économique du monde. Une puissance économique qui devance donc toujours son ennemi juré, l'Union soviétique. Quand il arrive à la Maison-Blanche, Reagan est fermement opposé à la détente instillée par ses prédécesseurs. Il pense qu'elle favorise le développement économique de l'URSS, qu'il présente comme l'empire du mal. Le ton est donné. Les deux puissances sont lancées dans une course aux armements qui tourne largement en faveur des États-Unis à partir de 1983. En mars, Reagan annonce l'initiative de défense stratégique, autrement dit l'IDS, autrement dit la guerre des étoiles. Avec ce système, l'Amérique est protégée de toute menace nucléaire. Nucléaire. Ça se prononce nucléaire. Aucune attaque spatiale ne peut toucher les Américains. L'URSS est très en retard sur la défense spatiale et grâce à ce dispositif de défense en béton, Reagan est en position d'attaquer sans crainte de représailles. My fellow Americans, tonight we're launching an effort which holds the promise of changing the course of human history. Let me share with you a vision of the future which offers hope. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. I ask for your prayers and your support. En septembre, c'est une véritable démonstration de force militaire des États-Unis qui se conclut avec Able Archer, en plein dans le mille, une simulation grandeur nature des procédures de communication entre tous les alliés de l'Alliance Atlantique en cas de guerre déclarée avec l'URSS. Un ordre de tir fictif est envoyé, tout se passe comme sur des roulettes, tout se passe même un peu trop bien, les soviétiques doutent que ce soit juste un exercice. Serait-ce une couverture pour dissimuler une vraie attaque occidentale? L'URSS est en état d'alerte, elle se prépare au pire. Pendant plusieurs heures, les soviétiques guettent les missiles américains, le doigt sur la gâchette.
Tous les systèmes nucléaires, stratégiques et substratégiques, ont été mis en état d'alerte maximale. On en était vraiment au stade qui précède le lancement, quelques minutes seulement avant l'ordre de tir. Nous redoutions que l'Occident profite d'une telle occasion pour en finir avec l'URSS une bonne fois pour toutes. Reagan ne s'attendait pas à une telle réaction, il se rend compte que sa stratégie est risquée et qu'elle a surtout failli tourner au cauchemar, une guerre nucléaire ouverte. Reagan est contesté, il passe pour le va-t-en-guerre, l'homme capable de déclencher la Troisième Guerre mondiale. La protestation est mondiale, même sa fille s'oppose à cette stratégie et sa femme Nancy réussit à le convaincre de changer de plan. L'objectif est toujours de gagner, mais de gagner en douceur. Il appelle désormais au désarmement, à la paix. Reagan s'adresse de nouveau à la nation en janvier 1984. Le ton change radicalement. C'est un appel au dialogue. Deterrence is essential to preserve peace and protect our way of life. But deterrence is not the beginning and end of our policy toward the Soviet Union. We must and will engage the Soviets in a dialogue as serious and constructive as possible. A dialogue that will serve to promote peace in the troubled regions of the world, reduce the level of arms, and build a constructive working relationship. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev est nommé premier secrétaire du Parti communiste soviétique. Il devient donc le chef de l'URSS, et ce nouveau leader est plus jeune que ses prédécesseurs, il est plus jeune que Reagan, et il symbolise la modernité et l'ouverture au dialogue. Quand il arrive au pouvoir, les dépenses militaires liées à la course aux armements avec les États-Unis ruinent l'URSS. Gorbatchev n'a pas vraiment le choix, il doit absolument discuter avec Reagan pour sauver l'économie soviétique. Se lance alors, pendant plus de 2 ans, une relation diplomatique intense entre les deux dirigeants des superpuissances mondiales. D'un côté, Gorbatchev, qui veut donc réduire les dépenses militaires de son pays et faire supprimer aux Américains l'IDS. De l'autre côté, Reagan veut affirmer son autorité et gagner la guerre froide par la voie diplomatique. Reagan et Gorbatchev se rencontrent plusieurs fois et les échanges sont plutôt tendus. La guerre froide se joue entre ces deux hommes. Reagan, il est assez agaçant pour les autres présidents de l'époque parce que, effectivement, comme il ne maîtrise pas les dossiers, c'est très difficile dans les G7, par exemple, d'avoir une conversation avec lui. Donc, soit il a des fiches où ses conseillers lui ont donné quelques infos importantes, donc soit il lit des fiches, soit quand il se rend compte que les fiches ne permettent plus de suivre la conversation entre Mitterrand, Kohl et Thatcher, à ce moment-là, il bascule dans ce qu'il sait faire, il raconte des blagues ou des anecdotes de ces années d'Hollywood, en pensant que tout le monde a envie d'entendre des anecdotes d'Hollywood, sur les années 40 en plus, donc ça fait un peu has-been. Bon, donc il agace, mais on le respecte, on le tolère parce que c'est le président des États-Unis. Quand il rencontre Gorbatchev pour la première fois, c'est en 85, ses conseillers sont tétanisés à l'idée qu'il y ait un tête-à-tête entre les deux hommes, qui doit durer à Genève, c'est le grand sommet de Genève, 15 minutes. Donc on prépare Reagan vraiment mot à mot, mot pour mot, les fiches hyper détaillées pour ce qu'il doit dire. Et en fait, c'est comme une sorte de pièce de théâtre. Ses conseillers lui disent, vous n'allez pas improviser, vous lisez ce qu'il y a sur les fiches. Et en fait, cette première rencontre qui devait durer 15 minutes, ce premier tête-à-tête, il va durer plus d'1 heure. Donc les conseillers se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et en fait, Reagan sort de là, il dit, ça y est, je l'ai charmé, maintenant à vous, les diplomates, vous avez qu'à rédiger. C'est vous qui faites le job, pour les futurs traités, tout ça. Et c'est vrai qu'il a charmé Gorbatchev, c'est-à-dire qu'il lui a raconté des blagues, mais disons que dès 85, Gorbatchev se rend compte qu'ils sont pas égaux dans leur partenariat, parce que il sait lui-même que l'URSS est en train de s'effondrer, qu'il va falloir de l'aide des Américains, qu'il va falloir dénucléariser les deux arsenaux des deux pays. Et donc Gorbatchev se prend de patience. Après plusieurs entrevues, en 1987, Gorbatchev atterrit sur le sol américain. Une première depuis 14 ans pour un dirigeant soviétique, un accord est trouvé pour retirer toutes les armes atomiques des deux camps stationnés en Europe. À Washington, l'ambiance est à la fête. Après la crainte d'une guerre nucléaire, l'heure est au soulagement. Quelques mois plus tard, Reagan se rend à Moscou et c'est cette visite qui symbolise la fin de la guerre froide. Une happy end en apparence, Gorbatchev a obtenu la fin de la course aux armements espérés et Reagan a affirmé son autorité devant son homologue, mais en réalité et sur le moment les deux hommes n'en savent rien, mais c'est bel et bien Reagan qui a gagné le conflit, parce que ces accords sont le point de départ de la dissolution de l'URSS. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, come here to this gate.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Le président Reagan vous fait peut-être penser à un autre président américain. Un président qui inonde l'actualité en 2025, un président qui occupe actuellement le bureau ovale, Donald Trump. Et si ces deux présidents sont souvent comparés, c'est parce que leur profil est similaire. Ils ont tous les deux été des vedettes de télévision ou de cinéma avant d'être élus. Ils sont assez peu compétents mais plaisent beaucoup aux Américains. Ils sont tous les deux des républicains malgré d'importantes divergences dans leur programme. Mais surtout, Trump a emprunté, volé, repris un slogan créé par Reagan, un slogan que vous connaissez certainement par cœur. Make America great again. We will make America great again. Great again. Great. En 1988, Reagan laisse sa place à la Maison-Blanche et laisse surtout une image très positive aux Américains. D'ailleurs, son successeur sera du même bord que lui, il est même son vice-président depuis 8 ans. À son tour, George Bush est élu président des États-Unis.